Bonjour à tous, voilà, donc le micro marche. Nous sommes le dimanche 3 octobre au Paris Event Center donc pour la première conférence de France Quintessence, donc le salon dédié aux spiritueux français. Et aujourd'hui, nous avons une belle brochette comme de producteurs français et nous allons parler de gin. Donc, à ma gauche, Alexandre Gabriel. Donc, voilà. Bonjour, bonjour. Voilà, créateur du gin Citadel. C'est cela. Voilà. Donc, à ma gauche également, Christophe Amigorena, créateur du gin mellifera. Voilà. Enchanté. À ma droite, Pauline Raftin, voilà. Ouais, le petit bouton, voilà. Ouais, Loïs, cofondateur de la distillerie de l'Orte. Dans le Périgord, voilà, une jeune distillerie. Donc aujourd'hui, on a parlé de l'effervescence du gin. Donc il y a vraiment un boom en France des producteurs dans cette catégorie. Environ 150 maisons aujourd'hui produisent du gin. Ça, je dis pas de bêtises. Voilà. C'est difficile d'avoir la liste, mais effectivement plus de 150. Voilà. Donc là, aujourd'hui, nous avons que 4 noms représentés. Et donc, Alexandre Gabriel donc, est le pionnier du gin français, du gin artisanal, voilà, avec Citadel. Donc, raconte-nous un peu ton histoire, en fait. Voilà. Alors, ça m'amuse toujours parce que c'est le genre de questions qu'on pose en général aux vieux cons. Je n'osais pas le dire, quand même. Et alors voilà, mais bon, voilà, tu peux le dire, c'est bon. En fait, les gens racontent toujours une histoire après coup. On a tendance à relier les points et raconter sa petite histoire. Je vais vous épargner ça. J'ai pensé et j'ai rêvé le gin parce que c'était ma génération à l'époque, quand on était jeune, on buvait des gins, mais des gins qui restent vraiment dans mon esprit. C'est ceux qui coûtaient pas très cher à la caisse, mais très cher le lendemain matin. On n'ose pas dire la marque, hein, quand même. Quand on n'a aucune marque nécessaire, quand on se réveillait. Et l'idée, tu le sais, je suis distillateur à cognac et maître assembleur, et j'ai toujours rêvé de dire le gin est vraiment attirant pour un distillateur parce qu'en réalité, les textes font que la vraie limite du gin, c'est sa propre imagination. Alors moi, je suis assez un intégriste du gin, c'est-à-dire dans le sens où un des éléments de la règle du gin, c'est que l'élément dominant doit être la baie de Genièvre. Ça, pour moi, c'est le thème du gin. Mais à partir de là, le reste, le gin, c'est vraiment finalement un livre ouvert. Et je trouvais ça fabuleux. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches sur le gin à l'époque, en visitant des distilleries, en faisant j'ai même un brevet d'ailleurs sur la fabrication il y en a, je crois, 3 dans l'histoire du gin, sur la fabrication du gin pour Citadel. Parce que c'était finalement les prémices. J'ai commencé en 91, 92 d'y penser, et on a lancé Citadel en 1996. Et la bouteille, hein, voilà, c'est cela. Et donc, à l'époque, alors maintenant on se dit, oui, le premier, ça devait être facile. Le premier, c'est jamais facile parce que des moments comme aujourd'hui, j'en ai rêvé longtemps, et je le disais tout à l'heure à mes camarades ici. À l'époque, il n'y avait pas de gin artisanal en France, mais aussi dans le monde entier. Et d'arriver en disant, tiens, on a un gin artisanal et en plus, il est français. Là, on me regardait en me disant, attendez, les Français, vous faites du cognac, vous faites etc., mais pas du gin. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que en France, je pense moi j'en suis assez fier, on a vraiment un pédigré et un patrimoine avec une approche gastronomique des choses. On le voit sur pas mal d'éléments. Et l'idée, c'était de se dire, est-ce qu'on peut faire un gin qui soit au niveau des grands spiritueux avec une approche gastronomique, qui était l'approche qu'on a souhaité mettre en place. Alors, moi, je suis cognacé. Et donc, on se disait, on distille 5 mois par an le cognac, on a les alambics qui sont là. Et je me suis dit, tiens, et on s'est mis à discuter avec les douanes. C'était une discussion qui a été assez longue pour faire évoluer les choses. Et maintenant, d'ailleurs, il est possible défricher le terrain, en fait, défricher le terrain. Voilà un petit peu la genèse. En 2 mots aussi, au départ, j'étais à New York un jour, aller voir notre importateur Mike Shaw. Et je dis à Mike Shaw qui importait notre cognac, tiens, voilà mon gin, il est français. Tu sais, moi j'ai le défaut des ingénieurs français, on rêve d'un produit, on le crée, on pense que tout le monde va l'acheter. Personne ne l'achetait. Oui, l'accueil était un peu il était très frais. Et en réalité, je lui montre, il me dit, attends, un gin français, no chance. Et c'est vraiment, le gin est arrivé par la gastronomie. Je l'ai vu avec Ferran Adrià qui a commencé à dire donc que le gin Espagne, tonic, en Espagne, absolument grand chef espagnol, qui a dit que le gin tonic était un acte gastronomique. Il a dit, il faut bannir le petit tube à essai, mais travailler dans un verre à vin, etc., beaucoup plus aromatique. Et puis ensuite, on a eu de la chance, on a eu une demi-page dans le New York Times, c'était en 1998, donc 2 ans plus tard. Et là, on a commencé à voir la lueur. Et puis il y a eu Plymouth qui a été racheté par Charles Rose, l'inventeur après de Fever Tree. Et puis après, les autres jeans sont venus, et de voir 3 autres beaux jeans ici aujourd'hui de France, moi c'était un rêve qui est une vraie tendance, et ça me fait plaisir d'être ici. Et donc l'actualité, donc Citadel, il y a quand même quelque chose d'important pour cette fin d'année.
Donc à Cognac. Oui, alors voilà. moi j'ai appris à distiller avec ce qu'on appelle les gens qui sont vieilles caves, vieux distillateurs, j'en ai encore à mes côtés. Et la nouvelle génération des gens qui sont avec moi, on a Fanny, Nico, etc., qui sont des gens incroyables. Et eux me disent, parce que nous on distillait de façon alternée, hein, c'est-à-dire la saison du cognac et la saison naturellement hors cognac, on faisait le gin Citadel. Et qui me dit, ce serait quand même vraiment sympa qu'on ait une distillerie pour distiller toute l'année. Et en fait, au château de Bonbonnet, c'était une distillerie jusqu'à il y a 30 ans, on a réintroduit des alambics là-bas. Tu me connais un petit peu, c'est moi qui dessine tout, etc. On a les bâtiments et on va l'inaugurer d'ailleurs cette semaine. Donc c'est une distillerie que je visite dans ma tête depuis 5 ans. Il n'y a pas un morceau de plastique qui touche le gin, c'est complètement, c'est bon, c'est pensé, hein, c'est normal, c'est mon métier, avec 9 alambics en réalité, donc pour les années qui viennent naturellement sur place. Et j'invite toutes et tous de venir nous voir au château de Bonbonnet. Vous êtes invités, on est pas loin et ça sera venez possible nous voir. En spiritourisme. Absolument, absolument, sur rendez-vous au départ parce qu'on n'a pas sûr. cette habitude. Pour l'instant, on est une ferme, hein, on fonctionne. Et aussi, ce que j'ai voulu, tu le sais, nous à Cognac, on a nos vignes. On a été les premiers à l'époque en dire, nous, on veut planter nos baies de genièvre. Et donc ça, on a travaillé avec des pépiniéristes pendant 5 ans parce qu'on nous disait, mais non, mais le genièvre, c'est une plante d'agrément. On dit non, mais nous, on voudrait le distiller. Souvent, qui est trouvé dans l'Est de l'Europe, c'est ça en général, non? Alors, en général, oui, sur une base de négoce. Mais là, l'idée, c'est de se dire, le sud-ouest de la France, on l'oublie, était un producteur important de baies de genièvre au Moyen-Âge et dans la partie tardive du Moyen-Âge. Il y a encore des vieux genévriers sur les sommets de collines. Et c'est aussi ce qui m'avait inspiré. Et donc, voilà, maintenant, on a 9 hectares, bientôt 20 hectares de genévriers qui sont autour du château de Bonbonnet. Ça, c'est un événement. Ça fait partie de l'actualité. Qui sont déjà cultivés en bio, mais comme avant on faisait d'autres cultures, il faut 5 ans, vous le savez, ou 4 ans pour que les sols soient complètement nettoyés. Donc la première parcelle sera bio et certifiée l'année prochaine. Voilà un petit peu l'aventure Citadel. Voilà. Donc après le Citadel, aujourd'hui il y a une explosion de nouvelles marques, voilà, comme Christophe, voilà, pour Mellifera. Oui. Voilà. Donc il y a une spécificité en plus donc, dans la production. Alors écoutez, on a d'abord, j'ai un point commun avec vous, c'est que je suis aussi cognacé, même si une partie de moi est basque. Mais en fait, ce gin, il est né. Voilà. Je présente comme la bouteille, voilà, qui est splendide. Ce gin, il est né d'une émotion. J'ai fait plusieurs métiers dans ma vie, dont celui de travailler dans le milieu de la cosmétique. C'est une reconversion en plus. Voilà, exactement. Je ne venais pas de ce milieu-là. Et j'ai travaillé notamment pour une grande société de cosmétiques qui utilisait de la fleur d'immortelle dans ses produits. Et il faut savoir que cette fleur, elle pousse sur la côte atlantique et la côte méditerranéenne. Et que les souvenirs d'enfance que je pouvais avoir et l'amour que j'ai particulièrement pour une île, l'Atlantique, en l'occurrence Oléron, nous a poussé à créer cette marque. Alors la spécificité de ce gin, en fait, c'est qu'il est fait à base de 9 botaniques, dont la botanique principale, puisqu'on a voulu, contrairement au fait d'être sur le genièvre, on a voulu justement donner une note différenciante par rapport aux produits qu'on trouve sur le marché. On est allé sur une note beaucoup plus florale. Et en fait, la note de tête est la note effectivement de la fleur d'immortelle. Mais au-delà de ça, Mellifera, c'est une marque engagée. Il faut savoir que Mellifera, c'est le nom scientifique de l'abeille noire, Lapis mellifera mellifera, pour laquelle on s'est engagé et pour laquelle on finance notamment des tests ADN avec une association oléronaise. Et notre engagement, on l'a poussé aussi jusqu'à planter nos propres pieds d'immortelle avec des maraîchers bio qui nous permettent d'avoir une certification EcoCert. Donc on a travaillé avec ces maraîchers bio dès le départ. On a travaillé sur des plantes autochtones aussi, dont le masseron et d'autres plantes indigènes. Et la vision qu'on avait en fait, c'était d'innover au travers de ce produit. On a essayé d'un peu de casser les codes aussi, parce que l'avantage quand on ne vient pas de ce milieu-là, c'est qu'on ne s'interdit rien. Donc on est parti avec cette idée au départ d'utiliser des champs dans lesquels on plantait nos propres pieds d'immortelle. Et en fait, on va au-delà de ça, puisque en termes d'actualité pour Mellifera, il faut savoir qu'on a racheté en fait les parcelles sur lesquelles on avait planté nos propres pieds d'immortelle. Et on va maintenant commencer à planter aussi du genévrier, de l'armoise. C'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus... C'est quelque chose qui nous tenait à cœur, puisque l'idée, c'est aussi de développer des partenariats avec les acteurs locaux, que sont les maraîchers, que sont les gens avec qui on travaille sur l'île. Voilà. Donc c'est un gin qui est distillé en Charente-Maritime par un de mes associés, qui est assez connu. Et on est venu avec ce produit-là, voilà, il y a maintenant 2 ans. On a une distribution qui est en direct, on a ouvert les 200 premiers points de vente et on est content aujourd'hui, et c'est pour ça que la presse est aussi en anglais, c'est qu'on a commencé à exporter.
Donc on a commencé à exporter au Japon et en Angleterre, qui ne sont pas les marchés les plus faciles. Oui, c'est bien, le Pour gin une français, en petite fait, marque. a Voilà. aussi un aura en dehors de la France. Voilà. Exactement. Mm, mm. Mais c'est un marché très compétitif et on le voit tous les jours. Donc c'est super compliqué pour une jeune start-up comme nous de continuer à nous frayer un chemin. Et on est aussi en train de travailler sur des nouveaux produits, dont un deuxième produit qui devrait voir le jour très prochainement. Et c'est un produit plus dégustation ou plus cocktail? Voilà. Medifera ou le deuxième produit? Le premier produit. Ah, le premier produit. Ouais. Non, alors, le flagship, parce que pour nous c'est vraiment le produit phare, c'est un vrai produit qu'on peut à la fois boire sur glace. On a pas mal de gens qui nous disent apprécier le fait de boire sur glace parce qu'il y a beaucoup d'élégance, une légère sucrosité qui est assez intéressante. En gin tonic, bien entendu, parce que les gens consomment de plus en plus, avec un tonic faiblement sucré de préférence, pas trop marqué en goût, parce que c'est vrai qu'autrement on a vite tendance à couvrir la note florale qu'on a avec ce gin, ou en cocktail tout simplement. D'accord. Donc à ma droite, Pauline, donc aussi pour une toute jeune marque qui s'appelle Anae. Et là, il y a un angle aussi, j'ai l'impression, au niveau cocktail, qui a l'air assez développé. Oui, alors pour revenir un petit peu aussi sur l'histoire d'Anae, donc c'est un projet intra-entrepreneur. Donc j'ai la chance du coup d'être la créatrice au sein du groupe familial Bollinger. Qui est un gros distributeur en France. Qui est aussi le groupe familial avec les champagnes Bollinger, les champagnes Ayala et aussi les cognacs de la main. Et du coup, pour la création de ces recettes, je me suis accompagnée de notre expert en eau de vie qui est Dominique Toto, donc, qui est le maître de chez De la Main depuis 1980. Et ensemble, on a vraiment souhaité créer un gin qui va vraiment à l'essentiel avec une importance très particulière sur la provenance de nos plantes. Donc tout est bio et on trace vraiment chaque ingrédient pour ainsi assurer une palette aromatique qui est très particulière. Donc on a différentes plantes, dont un en particulier qui est le masseron, dont justement Mellifera parlait tout à l'heure, qui est, je vais vous montrer parce que c'est très peu connu du grand public. Voilà, ça ressemble un petit peu à la baie de Genièvre. Et, en plus petit en fait. Voilà, on voit là, vous voyez à la caméra, non? C'est bon? Non, ouais, c'est pas possible. Voilà. Bon, voilà. Et en fait, le masseron va vraiment apporter justement cette belle longueur en bouche et cette puissance qu'on appelle aussi le poivre des marais et qui pousse du coup sur l'île de Ré. Et c'est un gin qu'on aime beaucoup en fait, avant tout le boire pur. C'est que quand on a élaboré la recette avec Dominique, il était vraiment important que ce gin, avant d'être bien sûr dégusté en cocktail, qu'il ait vraiment cette patte, cet ADN. Et c'est un gin qui va être très soyeux, très gourmand, très aromatique, avec justement des notes d'agrumes, de fleurs et du coup de poivre avec le masseron. Et vous avez travaillé avec un barman assez célèbre sur Paris, Absolument. Guillaume Canza, pour Donc, élaborer des recettes. C'est ça, donc voilà. Guillaume Gwent, qui est vraiment notre responsable sur toute la partie mixologie et qui a élaboré avec nous différentes recettes, donc du plus simple en gin tonic avec de la salicorne, donc ça l'été c'est très très bon, à des cocktails beaucoup plus complexes. On aura l'occasion de déguster dans sur place, au salon d'ailleurs, peut-être, non? Alors, pas aujourd'hui au salon, mais aussi chez Fréquence. Il y aura, dans son bar, dans le 11e arrondissement. Absolument. On ira bientôt. Donc Loïs, un tout nouveau sur le marché. Oui, voilà. effectivement. Donc vous avez créé votre distillerie avec votre sœur dans le Périgord. Oui, alors en fait, nous, c'est parti à la base d'un constat en fait, avec ma sœur. On avait une ferme familiale dans le Périgord, où depuis une dizaine d'années, il n'y avait plus rien en fait. Et on s'est dit, justement, en fait, les fermes, la ferme de nos grands-parents, du coup, c'est la ferme de nos grands-parents. Il fallait en faire quelque chose, il fallait faire vivre ce lieu, il fallait grandir. Et du coup, on a repris, là, comme vous voyez sur le PowerPoint, on a repris la grange, on l'a changé en distillerie. Et donc, on a fait un alambic qui a été fait par monsieur Lagorce, qui est à peu près... Sur mesure, c'est ça, non? Sur mesure. Voilà. Donc, il marche au panneau solaire avec en fait, on a tout un système de récupération d'eau. Même si on est une toute petite distillerie, on a essayé justement de changer en fait et de trouver des mini-systèmes qui nous permettent de récupérer l'eau de refroidissement, de préchauffer l'alambic avec un système thermodynamique et de chauffer l'alambic avec les panneaux solaires. D'accord. Donc voilà, et donc l'eau par exemple, l'eau de refroidissement du système de refroidissement chauffe la serre
qui va chauffer, qui va permettre de garder les citronniers qu'on a plantés hors gel. Donc c'est des petites innovations comme ça. Donc voilà, et donc on a aussi les jardins de la distillerie. Et en fait, ces jardins, on fait pousser marjolaine, thym citron, romarin, lavande, qui en fait qui nous servent dans le gin. Parce qu'on voulait justement avoir ce côté. En fait, c'est ça, et vous parliez tout à l'heure de ça, c'est ce côté terroir en fait. Et ce côté terroir qui commence à venir dans le gin. Et justement, nous dans le Périgord, dans les causses, qu'on appelle les causses, donc vous avez vraiment du genévrier, vous avez de la marjolaine, vous avez thym et tout ça. Et on voulait vraiment garder ce côté-là pour faire. Nous, le but, c'est d'amener les gens dans notre jardin, c'est d'amener les gens dans notre grange, dans notre endroit. Et c'est vraiment faire voyager comme ça grâce à ces saveurs-là et grâce à ce terroir-là. Et je pense qu'il y a de plus en plus cette notion de terroir, cette notion de provenance, justement. De sourcing, oui. Voilà. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui plaît comme ça aux Français dans le gin? Pourquoi il y a cette effervescence? Pourquoi on voit plein de marques qui apparaissent chaque jour? Et qu'est-ce qui plaît aux Français? Moi, je pense que c'est un mouvement, je l'ai vu, qui est mondial. C'est-à-dire j'aime beaucoup ce que vous dites toutes et tous d'ailleurs, ce désir de savoir d'où ça vient, de comment c'est fait, de cet ancrage. Oui, ancrage, mais la transparence bien sûr, oui. Mais cet ancrage dans le goût. Ça, c'est notre nouveau-né, par exemple, jardin d'été. Bon, la Charente, on distille des melons, par exemple. Bon, le melon, on le sait, ça ne se distille pas à chaud parce qu'on ne peut pas cuire le melon. Donc, on a un alambic sous vide qui a été fait sur mesure pour cela, pour cet élément, par exemple. Et c'est des melons, c'est local. Je cherchais la fraîcheur. Les citrons, on les distille entiers. Ils sont bio. C'est amusant que vous parliez de la serre parce que c'est ce qu'on fait avec les énergies, les pipes de refroidissement, l'énergie de refroidissement des alambics. Mais hors gel, effectivement, le citron, c'est le deuxième élément dominant pour nous. Et donc ça, c'est des choses qui, à mon avis, sont une signature française. Ça, c'est évident. On va le voir et on le voit, je pense, dans le monde entier. Mais moi, ça me fait tellement plaisir de voir que le pays, on est français, s'intéresse au gin. Il faut savoir que ça fait 20 ans en Espagne ou 25 ans. Et par la gastronomie. Mais ce qui est super en France, c'est quand on s'intéresse à quelque chose, on le fait sérieusement, sur le long terme et jusqu'au bout. Et je pense qu'on en a l'illustration aujourd'hui. Et aujourd'hui, le gin français, il y a un mode dégustation au cocktail. Parce que j'ai l'impression que le gin, en général, on a du mal à le boire seul. Et le fait justement que les gins français ont un goût quand même, un palais assez développé. Je pense que ça vient aussi du fait que le consommateur est de plus en plus éduqué. Bon, d'abord, il voyage beaucoup, donc il va dans des pays où le gin est déjà bien développé. Donc le côté éducation n'est pas à sous-estimer. Le monde de la mixologie participe aussi à cet entrain de comment est-ce que je peux le voir, à quel moment de la journée je peux le déguster. Donc je pense que oui, l'éducation, la mixologie... et le gin tonic aussi, qui a quand même... Aussi la qualité, du gin permet justement de le boire simple aujourd'hui. Et le gin est un des rares alcools à qui on peut donner une signature sans nécessairement dénaturer l'appellation. Contrairement à des alcools comme le cognac, où tout est très cadré, l'armagnac, le gin vous donne cette capacité de pouvoir créer avec de nouveaux ingrédients, de nouvelles touches, et de recréer un petit peu du renouveau au travers des produits qui peuvent sortir. Oui, puis il y a un phénomène aussi par rapport à d'autres catégories, c'est qu'il y a beaucoup de gin bio aujourd'hui. Voilà, c'est lié justement aux matières premières, parce que vous, Anaë, la base, c'était vraiment faire un gin bio, c'est ça? C'est combiner gin bio et gin français. Et c'est vrai qu'on a eu pas mal de difficultés à trouver l'ensemble de nos plantes bio et françaises, et notre base aussi qui est une base d'alcool vinique, donc de raisin, en bio et français. Mais c'est vrai que même, je trouve que la catégorie du gin, c'est comme la catégorie du rhum il y a quelques années, commence vraiment à s'ouvrir, et on voit maintenant aussi des gins de dégustation, comme les 4 qu'on voit ici. Et donc je suis certaine que dans quelques années, à force de faire des masterclass et des dégustations, on va aussi découvrir le gin sur glace avec un glaçon qui se voit lui-même. Oui, comme un whisky en fait. Comme un whisky ou un rhum, absolument. Voilà. Et alors au niveau, parce que là on regarde les 4 bouteilles, quand même qui sont magnifiques, donc il y a un gros travail de packaging, tout est pensé. Justement, déjà la bouteille Citadelle était assez révolutionnaire. Oui, alors le packaging, c'est pas ma partie, c'est dans l'équipe où il y a effectivement, l'idée ici pour Citadelle, c'était de se rattacher à la France, c'était sur les percolateurs qu'on retrouve sur les marchés aux puces, et c'était ça l'idée, le clin d'œil naturellement. Mais pour revenir sur ce qui se disait sur la consommation, moi j'ai une approche, moi je crois dans la gastronomie liquide, j'ai beaucoup étudié cela.
Et la France a un patrimoine culturel et historique absolument incroyable par dans les rapport à d'autres pays spiritueux. d'Europe, oui. Et la gastronomie liquide, elle n'est pas en silo. Elle ne s'arrête pas. Je m'excuse, je m'inscris légèrement en faux avec beaucoup de respect. Pour moi, il n'y a pas un moment où ça s'arrête. On se dit, je le prends en dégustation ou je ne prends pas en dégustation parce que certains bartenders sont du niveau des plus grands chefs et ils vont avoir besoin d'ingrédients de très grande qualité. Ils sont exigeants aujourd'hui. Un chef, il ne dit pas je veux un poulet de mauvaise qualité parce que je fais de la cuisine. Il veut un poulet d'excellente qualité. Et je pense que dans la dégustation, naturellement, l'expérience et la qualité du gin doit être absolument au top. Mais pour un cocktail de qualité, justement, le pédigré, l'intensité, les versants d'un gin sont fondamentaux à mon avis. Et pour moi, il n'y a pas de silo dans la manière. Je connais d'excellents et de grands mixologistes. Il y a eu cette révolution ces 20 dernières années qu'on a vu et que moi je salue complètement. Et là, le gin, finalement, a bénéficié de ces deux mouvements, c'est-à-dire cette dégustation sec, bien sûr, sur glace comme cela, et bien entendu. Moi, j'ai fait le gin réserve, vous le savez, hein, c'est le premier gin, on l'a passé, on l'a affiné en fût, maintenant on utilise l'ovum, etc. Et qui est un gin de dégustation, c'est sûr, mais qui est aussi utilisé par des grands bartenders. Et ça, moi, j'y crois vraiment beaucoup. Et j'encourage, vous savez, on va dans des restaurants, vous avez des nourritures absolument à un grand niveau, et puis quelquefois les cocktails qui tirent un peu la patte. Et moi je trouve que c'est dommage. Et ça, on est en train de se hisser au niveau, et ça c'est la France du 19e, hein, sans paraître passéiste, fin 19e, ou juste après la grande récession, ou même avant, où vous aviez des cocktails absolument incroyables. Et le gin a aussi un rôle important à jouer sur ces deux versants. Oui, c'est un produit très inspirant en fait. Et c'est surtout ce que vous disiez tout à l'heure, c'est le gin est versatile. Enfin, vous avez une palette de saveurs qui est incroyable. Vous avez le genièvre, mais le genièvre peut apporter plein de saveurs en fait. Et après le genièvre, vous faites ce que vous voulez. Et c'est vraiment l'atout du distillateur qui va permettre de faire des... Par exemple, voilà, nous on est très herbacé, très ce côté-là, mais justement avec des notes. Et en fait, le mixologiste va aussi permettre de prendre ces notes et de les affirmer un petit peu plus. Et c'est ça en fait, vraiment l'alliance entre le distillateur et les bartenders, qui est incroyable. Enfin, et c'est vraiment des ponts qui peuvent se faire et qui peuvent se... moi, je trouve ça, c'est l'infini des possibilités. Et c'est pour ça que le gin a vraiment cette côté-là de pouvoir aller très très loin et de pouvoir justement baser sur ses terroirs, sur ça. Parce qu'il n'y a pas comme la... Allez-y, vous êtes... Non, je voulais simplement revenir sur la bouteille, les bouteilles. C'est vrai quand on achète une bouteille, généralement, on commence par acheter la bouteille elle-même, le visuel. Quand on est chez un caviste, il y a au moins 10 bouteilles de gin, on n'a pas vraiment de connaissances. Exactement. Ouais. Donc c'est vrai que dans le cadre de Mellifera, nous, on a voulu raconter une histoire. Alors, en l'occurrence, on raconte une légende, il faut le savoir, sur cette bouteille, qui est la légende d'Aliénor d'Aquitaine, puisque la couronne qui est embossée sur la bouteille de Mellifera représente la couronne que portait Aliénor d'Aquitaine quand elle s'est mariée avec le futur roi d'Angleterre, Henri II. Et la légende raconte qu'elle a tressé sa couronne de fleurs d'immortelle pour garantir richesse spirituelle et fécondité à sa future union. Mais en fait, au-delà des caractéristiques de la bouteille, c'est vrai qu'un client, quand il est en face de 30 ou 40 bouteilles, il fait un choix qui n'est pas nécessairement celui du gin qui n'a pas encore goûté. Donc c'est vrai que le visuel, en cela, est quand même très important. Et pour des petites marques comme nous, c'est vrai que venir avec une bouteille propriétaire, c'était un vrai engagement, un vrai investissement, mais on a estimé que c'était important de le faire. Oui, c'est par rapport à d'autres catégories. Bon, le rhum est assez créatif aussi au niveau des packaging, mais c'est vrai qu'au niveau, par rapport à des bouteilles de vodka, le gin aujourd'hui a un éventail, c'est une vitrine en fait. Et ça permet aussi, comme aussi on voit qu'il y a une démarche de plus en plus proche de l'environnement et cette démarche aussi de respect de l'environnement, de se dire que ces bouteilles sont tellement belles qu'on n'a pas forcément besoin d'étui aussi derrière pour les accompagner. Et je pense que aussi la catégorie spirituelle, on est aussi beaucoup tous en train de réfléchir à comment justement diminuer notre empreinte carbone et essayer d'utiliser moins de matériaux pour juste un côté responsable. Hein. Et alors l'image du gin à l'étranger, pour vous le gin français à l'étranger. Le gin français, pardon, on va dire gin français. Par rapport aux Anglais quand même qui ont le monopole, est-ce que petit à petit on arrive à s'imposer voilà. Alors très dur au début, hein, parce que forcément quand on arrive, imaginez-vous 1996 avec un gin français, et en fait c'est un travail de fourmi. Et puis quand on a la foi dans ce qu'on fait, forcément au bout d'un moment, et puis il y a des savoirs en France qui sont exceptionnels sur la distillation, sur la matière. On a un rapport à la matière qui est très fort, je pense, et qui doit l'être dans les gins français.
Vous voyez, c'était en France, c'était Citadel, la première fois où voilà, on se dit on va faire pousser les baies de genièvre. En réalité, c'était une démarche, je pense, qui essaie, mais c'est fondamental. On le voit dans votre cas et dans les cas dont on parle, où la matière a de l'importance. Donc ça, c'est un rapport, et c'est quelque chose qui caractérise les jeans français. Il faut savoir que les autres s'y mettent aussi. Il ne faut pas faire du nombrilisme, c'est évident. Mais je pense que maintenant, on reconnaît progressivement le savoir-faire des Français dans le jean. Il faut savoir que ça fait 150 ans qu'on fait du jean en France. Et d'ailleurs, à Cognac, j'ai retrouvé des vieilles étiquettes. Et l'idée, c'était la renaissance du jean. Parce qu'on oublie une chose, c'est que le jean s'est industrialisé au XXe siècle. Ça a été ça, à mon avis, le plus gros problème. Et je pense que de dire, non, attendez, on peut visiter le jean avec une approche plus artisanale sur le produit, sur la méthode, ce qui a été la démarche de Citadel, eh bien ça, je pense que c'était la première fois dans l'histoire récente du jean. Et ça fait plaisir de voir. Je priais le bon Dieu pour que ça se passe. Ça ne marche pas toujours, hein, mais là, ça a bien marché. Et c'est vraiment très bien. Et bravo pour ce que vous faites. Je trouve que c'est fantastique et il faut continuer dans cette création. Moi, je m'amuse à faire revenir des baies de genièvre, par exemple, comme les marrons dans les fêtes foraines pour de faire un gin fumé, par exemple, c'est magique. De distiller différentes choses, de faire vieillir des gins dans des fûts de genévrier. Hein, le bois, c'est genévrier, ça fait des gins très spécifiques, très tranchés. Dans le gin, comme vous le disiez très justement, l'imagination est la limite et on va voir beaucoup de choses en France, j'en suis convaincu. Oui, c'est vraiment un produit, une création absolue. Puis il n'y a pas comme le cognac, il n'y a pas un cahier des charges, à part la baie de Genièvre. Il y a quand même un taux à respecter. Éthanol agricole aussi. D'accord. Et après, pour l'instant, est-ce qu'il y aura, à votre avis, un jour un cahier des charges prévu, vu l'émancipation? Alors là, j'ai des avis très tranchés sur le sujet. Si je suis absolument intégriste sur le fait que ce qui définit le Genièvre, effectivement, il y a une règle, hein, c'est un paragraphe dans le texte européen qui dit qu'effectivement, la base, bien sûr, c'est de l'alcool agricole, c'est évident, avec qu'il soit de bonne qualité, et le goût vient de la redistillation. Moi, je crois beaucoup à la transparence. C'est-à-dire qu'il faut dire ce qu'on fait. Le consommateur est de plus en plus éduqué. Et laissons les gens créer et laissons les gens expliquer ce qu'ils font. Et ça a toujours été une philosophie pour moi fondamentale. Parce si on se met des barrières, vous allez limiter certains créateurs. Par contre, imposons la transparence. Et en France, ça se passe très bien d'ailleurs sur ce sujet. C'est-à-dire, discutons là-dessus. Pour moi, c'est vraiment central. Et c'est vrai que par rapport à d'autres pays comme l'Angleterre ou l'Espagne, j'ai travaillé pendant 4 ans dans une distillerie en Angleterre, et c'est vrai qu'en France, il y a toujours ce côté d'élégance, ce côté de un peu raffinement, on va dire. Les gens vont prendre le gin pur, et ils vont le goûter comme ça, ils vont le goûter, ils vont un petit peu voir l'expérience gustative. Alors qu'en Angleterre, on va être un petit peu plus facile de mettre des jus de Vous mettre un simple tonique. Oui, non, mais surtout dans le fait du gin, on va mettre plus de fruits. On va mettre plus de choses qui vont être un petit peu plus de la couleur. Alors qu'en France, on va rester généralement sur un distilled gin ou soit un London Dry Gin. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on a ce côté un peu élégant. On veut garder les choses un peu simples, mais élégantes dans le même sens. Alors ça se voit en regardant les quatre bouteilles. Là, on voit une élégance et puis une identité pour chacun, en fait. Exactement, oui, c'est vrai qu'il y a toujours une identité forte aussi, mais aussi, je trouve que, comme on disait, on va un petit peu tous dans le même sens. Un petit peu dans le même sens bio. On va sur les choses, le terroir, l'utilisation de nouvelles énergies et tout ça. Les baies de Genièvre locales aussi. Exactement. Et donc dans le monde du cocktail, on disait que les barman, est-ce qu'il y a des créations, par exemple, sur Guillaume, quel genre de cocktail il a préparé lui Alors il en a fait un qui est très intéressant pour essayer justement d'avoir cette démarche de zéro déchet avec le citron, où il nous a fait donc un long drink avec des pickles de citron. Et l'idée c'est de vraiment utiliser le citron en entier, ce qui m'expliquait que dans les bars, en fait, on utilise juste les zestes de citron et puis le reste on n'utilise pas forcément. Et là, l'idée, c'est de se dire, on utilise pour la partie mixologie en pickles et le reste avec en ceviche ou en tartare. Donc ça, c'est le côté long drink, mais après, il nous a fait des très belles recettes aussi à base de camomille,
de courge. Enfin, il y a vraiment des cocktails. Toujours une recherche de produits associés. C'est ça, mais sans dénaturer le gin, ça c'est vraiment important. Donc toujours essayer de rester dans la simplicité pour révéler justement les arômes du gin sans forcément voilà, le couvrir. C'est amusant parce que cette approche s'applique aussi à la distillation parce que traditionnellement, moi quand j'étudiais le gin il y a 30 ans finalement, on voyait les écorces de citron qui étaient distillées et quand j'ai créé Jardin d'été, on utilise le fruit, c'est-à-dire qui est coupé et quand on distille le fruit, il y a un côté subliminal citronnade qui est très frais, qui rappelle les vacances dans le sud-ouest de la France, hein, la citronnade, le melon, léger côté figue, etc. Et c'est les éléments. Et je pense, c'est amusant que vous veniez de la cosmétique parce que je pense que le gin est un petit peu. Il y a une jeune femme qui travaille avec moi et qui a fait un doctorat en distillation sur justement qui voulait faire parfumeur et qui dit voilà, quand on a lancé Jardin d'été, qui me disait c'est mon premier parfum. Et c'est vrai qu'il y a cette dimension et je ne suis pas surpris justement de l'aromatique. Hein, c'est un gin à beaucoup de montants comme spiritueux, ce qui fait que dans les cocktails, d'ailleurs, ce montant, il est là, mais je suis complètement d'accord avec vous qu'il ne doit pas être complètement écrasé, mais au contraire, mis en valeur. Oui, alors moi, au niveau des cocktails, écoutez, j'ai goûté beaucoup de choses avec Mellifera et avec d'autres gins, mais la Palme, et vous parliez du monde de la restauration, la Palme revient à un Coutenceau, 3 étoiles à La Rochelle, qui utilise Mellifera pour son cocktail de bienvenue, et la recette est juste magique, c'est une dose de Mellifera, un peu de liqueur d'angélique, ils montent ça au champagne avec une salicorne à croquer, c'est magique. Incroyable. Incroyable. Et vous, Loïs, vous avez un petit peu pu toucher le monde du bar, là, comme vous commencez juste Bah, en fait, non, pas forcément. Pour l'instant, nous, le monde du bar, nous, on propose un gin qui puisse se faire en fait en digestif, en gin tonic et en cocktail. Donc, en fait, c'est un peu, et c'est exactement comme la distillation. C'est faites comme vous voulez. Et justement, le gin qu'on a fait est un gin qui peut aller n'importe où. Donc, juste faites-vous plaisir et faites comme vous le voulez. C'est tout. Vous le dégustez comme vous voulez. Bon terrain de jeu. Voilà. Bah, merci beaucoup, en tout cas c'était passionnant. Merci. Voilà, on a appris pas mal de choses. Voilà. Et puis bon salon en tout cas. Voilà. Merci Merci, Laurence. Merci. Merci. Merci.